Nous sommes en 1852, au cœur de L, État de Géorgie, une terre où le soleil D, été frappe sans pitié les immenses champs de coton qui étendent à perte de vue. L'air est lourd, épais, chargé de l'humidité du sud et du silence oppressant des travailleurs esclaves. C'est une époque où la loi, notamment le Fugitive Slave Act, ne protège que les puissants, transformant les propriétaires terriens en rois absolus sur leur domaine. Sur ces terres, la vie d'un homme ou d'une femme à la peau noire n'a pas plus de valeur que celle d'un outil ou d'une bête de somme. L'espoir est une denrée rare, un murmure étouffé, avant même de devenir une prière. Chaque journée commence avant l'aube et se termine bien après le crépuscule, dans un cycle sans fin de labeur éreintant sous le regard vigilant des contremaîtres. La moindre parcelle d'humanité est écrasée sous le poids d'un système conçu pour briser les corps, mais surtout les esprits, afin de garantir que l'ordre brutal des choses ne soit jamais remis en question. Au centre de ce monde impitoyable se dresse le colonel Alistair Caldwell, propriétaire de l'une des plus vastes plantations de la région. Homme d'une 50aine d'années, au dos droit et au regard froid comme l'acier, il incarne l'autorité dans sa forme la plus cruelle. Pour lui, la plantation n'est pas seulement une source de richesse, mais un royaume personnel où sa volonté est la seule loi. Il est convaincu que la peur est le meilleur outil de gestion et que la violence n'est pas un mal nécessaire, mais un langage juste et efficace pour maintenir l'ordre. Sa réputation le précède, on dit de lui qu'il ne connaît ni la pitié ni le remords, et que le son du fouet est la musique qui accompagne ses journées. Le colonel Caldwell ne cherche pas à être respecté, mais à être craint. Il se délecte du pouvoir absolu qu'il exerce sur chaque âme de son domaine, considérant ses esclaves non comme des êtres humains, mais comme des possessions, des objets qu'il peut modeler, briser ou détruire selon son bon plaisir. Cette cruauté n'était pas un secret mais une démonstration de force quotidienne. Chaque jour, lorsque l'horloge de la grande maison sonnait midi, un rituel macabre se mettait en place. Une jeune esclave de 22 ans, nommée Amara, était traînée de force au milieu de la cour principale et attachée à un poteau de bois usé par les intempéries et la souffrance. Ce n'était pas une punition pour une faute commise. C'était un spectacle. Le colonel Alistair Caldwell sortait en personne, un fouet à la main, et devant tous les autres esclaves forcés d'assister à la scène, il la frappait. Chaque coup était mesuré, appliqué avec une précision glaçante, non pas pour tuer, mais pour marquer la peau, l'esprit et la mémoire de tous les témoins. Était un message brutal, envoyé à quiconque oserait rêver de défiance ou de liberté. Pour Caldwell, cet acte était rien de plus qu'une routine, une manière de réaffirmer son contrôle absolu sur son monde et sur les vies qu'il possédait. Si cette introduction vous a déjà touché et que vous voulez savoir comment cette injustice sera combattue, c'est le moment de nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce début d'histoire. Amara avait 22 ans, mais ses yeux portaient la lassitude d'une vie entière passée dans la souffrance. Chaque matin, en se réveillant sur le sol dur de sa cabane, son premier regard n'était pas pour le soleil levant, mais pour la position de celui-ci dans le ciel. Elle le suivait comme un condamné suit l'horloge, sachant que son zénith marquerait le début de son supplice quotidien. Son corps était mince, presque fragile, mais il abritait un esprit qui refusait de se briser complètement. Elle n'avait commis aucune faute, elle n'avait jamais désobéi de manière flagrante ni tenté de s'enfuir. Sa punition n'était pas une conséquence de ses actes, mais une simple affirmation du pouvoir absolu du colonel Caldwell. Pour lui, elle n'était qu'un exemple, un outil pour instiller la peur. Chaque jour, elle se préparait mentalement, se concentrant sur une seule chose. Ne pas lui donner la satisfaction de l'avoir pleuré, ou supplié. Sa dignité silencieuse était sa seule et unique arme, un bouclier invisible contre la cruauté, qui cherchait à la déshumaniser complètement. Lorsque l'horloge de la grande maison sonnait les 12 coups de midi, un silence glacial s'abattait sur la plantation. Les champs de travail cessaient, les outils tombaient au sol. Le contremaître, un homme au visage durci par le soleil et la méchanceté, allait chercher Amara dans les champs de coton. Il ne disait jamais un mot, se contentant de la saisir brutalement par le bras pour la traîner vers la cour principale. Les autres esclaves étaient forcés de s'arrêter et de former un cercle, leur visage un mélange de pitié, de peur et d'impuissance. Ils devaient regarder, car était là le but du spectacle. Le colonel Caldwell sortait alors sur le perron de sa demeure, non pas avec la fureur d'un homme en colère, mais avec le calme méthodique d'un artisan se préparant à sa tâche. Il prenait son temps, enroulant la lanière du fouet autour de sa main,
son regard balayant l'assemblée silencieuse avant de se poser sur Amara, déjà attaché au poteau. Pour lui, ce N était qu'une autre journée de travail. Non loin de là, sur la propriété voisine, un homme observait cette scène depuis des mois. Elias Vance était un propriétaire terrien d'une quarantaine d'années, un veuf qui vivait reclus, évitant les réceptions et les discussions politiques de ses pairs. La plupart le considéraient comme un homme étrange, presque asocial, mais son silence cachait une profonde blessure. Dans sa jeunesse, avant d'hériter de ses terres, il avait été un engagé, l'une catis, une forme de servitude, qu'il avait exposé à une brutalité similaire à celle de l'esclavage. Chaque jour, le son de la cloche de midi de la plantation Caldwell lui glaçait le sang. Il ne pouvait s'empêcher de regarder de loin, depuis sa véranda, le rituel barbare se dérouler. Chaque coup de fouet qui claquait dans l'air ne frappait pas seulement la peau d'Amara, mais ravivait la douleur fantôme de ses propres cicatrices, des marques que personne ne pouvait voir sous sa chemise, mais qu'il sentait brûler comme au premier jour. Le premier coup de fouet fendait l'air avec un sifflement sinistre, avant de s'abattre sur le dos d'Amara. Un frisson parcourait son corps, mais elle serrait les dents, refusant de crier. Le colonel Caldwell était un expert dans son art macabre. Il ne frappait pas pour tuer, mais pour laisser des marques profondes, pour infliger une douleur maximale sans rendre sa propriété inutilisable pour le travail du lendemain. Chaque coup était espacé, laissant le temps à la douleur de s'installer pleinement avant que la suivante n'arrive. Devant ce spectacle, les autres esclaves baissaient les yeux, certains murmurant des prières silencieuses. Ils savaient que le sort d'Amara pouvait être le leur à tout moment, pour la moindre raison ou même sans raison du tout. La seule chose que Caldwell voulait entendre était un cri, une supplication, un signe de soumission totale. Mais jour après jour, Amara lui refusait cette victoire. Une scène insoutenable, n'est-ce pas? Si vous voulez voir comment cette injustice prendra fin, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre travail. Une fois le nombre de coups prédéterminé atteint, le colonel laissait tomber le fouet au sol avec un bruit sourd. Il jetait un dernier regard méprisant sur le corps tremblant d'Amara, puis tournait les talons et rentrait dans sa maison pour déjeuner, comme si de rien N était. Le contremaître détachait alors la jeune femme, qui s'effondrait souvent au sol avant de trouver la force de se relever, aidée par une ou deux femmes plus âgées. Personne ne disait un mot. On lui donnait un peu d'eau, et on pansait sommairement ses nouvelles blessures avant de la renvoyer travailler dans les champs, sous le soleil écrasant. Le message était passé. La peur avait été renforcée. L'ordre était maintenu. Pour tous, la vie reprenait son cours brutal. Mais pour Elias Vance, qui avait tout observé, quelque chose venait de changer. L'indignation qu'il avait réprimée pendant si longtemps se transformait en une résolution froide. Il ne pouvait plus rester simple spectateur. Il devait agir, non par pitié, mais parce qu'il reconnaissait en Amara le reflet de sa propre humanité bafouée. Un matin, l'air sur la plantation Caldwell semblait encore plus lourd que d'habitude. Le colonel n'attendit pas midi pour faire sentir sa présence. À l'aube, alors que les esclaves se rassemblaient pour recevoir leurs ordres, il apparut sur le perron, non pas avec son fouet, mais avec un calme qui glaçait le sang plus sûrement que n'importe quelle menace. Il les regarda un par un léger sourire aux lèvres, comme un savant observant ses sujets d'expérience. Il annonça que le rituel de midi allait changer. Il était déçu par le manque de réponse d'Amara. Selon lui, son silence N n'était pas un signe de force, mais d'insolence têtue, une faille dans sa méthode de discipline. Il avait donc conçu un nouvel exercice pour corriger ce défaut. Une vague de peur parcourut l'assemblée. Quand le colonel Caldwell parlait de nouvelles méthodes, cela ne signifiait jamais rien de bon. Était le prélude à une souffrance encore plus grande, une nouvelle forme de cruauté, inventée par un esprit qui ne connaissait aucune limite. Avec une précision chirurgicale, le colonel expliqua sa nouvelle règle. Désormais, la punition d'Amara ne la concernerait plus seulement elle. Pour chaque jour où elle refuserait de crier ou de supplier pendant sa flagellation, un autre esclave, choisi au hasard, recevrait la moitié de ses coups de fouet. Il présenta cela non pas comme une punition, mais comme une leçon de responsabilité collective. La force d'Amara, sa dignité silencieuse, devenait soudain une arme tournée contre les siens. Était un plan diabolique, conçu pour briser non seulement son corps, mais aussi les liens de compassion qui unissaient la communauté. Il la forçait à faire un choix impossible. Soit elle abandonnait sa seule forme de résistance et se soumettait complètement, soit elle devenait la cause directe de la souffrance de ses frères et sœurs d'infortune. Le colonel se délectait déjà de cette inversion de pouvoir, sachant qu'il venait de la piéger dans un étau psychologique dont elle ne pourrait pas échapper. Ce jour-là, lorsque midi sonna, l'atmosphère dans la cour était insoutenable.
La peur habituelle était mêlée à une nouvelle tension, presque une accusation. Les regards qui se posaient sur Amara N étaient plus seulement emplis de pitié, mais aussi d'une angoisse suppliante. Alors qu'elle était attachée au poteau, le contremaître tira du groupe un vieil homme nommé Samuel, dont le dos était déjà courbé par des décennies de labeur. Il fut placé à quelques mètres de là, forcé de regarder. Le message était clair. Le sort de cet homme reposait sur la capacité d'Amara à endurer la douleur en silence. Chaque esclave présent comprenait la perversité de la situation. Le colonel Caldwell n'avait pas seulement trouvé un moyen de faire souffrir Amara plus profondément. Il avait transformé sa vertu en vice, sa résilience en une menace pour tous. La cour N était plus seulement un lieu de punition, mais le théâtre d'une torture morale collective. Le premier coup de fouet claqua. Amara ferma les yeux, se concentrant pour ne pas hurler, comme elle l'avait fait tant de fois. Mais cette fois, ce N était pas seulement sa propre douleur qu'elle sentait. Chaque coup qui s'abattait sur son dos résonnait en elle comme une sentence pour le vieil homme qui attendait son tour. Elle pouvait sentir les yeux de Samuel sur elle, non pas accusateurs, mais terrifiés. Elle pouvait entendre les respirations saccadées des autres esclaves, qui priaient silencieusement non pas pour elle, mais pour qu'elle cède. La douleur physique était familière, presque une vieille amie. Mais cette nouvelle agonie, celle de la culpabilité, était une brûlure bien plus profonde. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang, les larmes coulant sur ses joues, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle tenait bon, non par défi, mais parce qu'elle ne savait plus comment faire autrement. Était la seule chose qui lui appartenait encore. Quand le colonel eut terminé, il jeta le fouet au contremaître avec un signe de tête. « Maintenant, l'autre » ordonna-t-il froidement. Samuel fut traîné jusqu'au poteau. Amara, à genoux sur le sol, fut forcée de regarder. Les coups qui s'abattirent sur le corps frêle du vieil homme étaient moins nombreux, mais chaque sifflement du cuir dans l'air était pour elle une torture insupportable. Les cris faibles de Samuel se mêlaient à ses propres sanglots silencieux. Elle avait échoué. En essayant de préserver sa dignité, elle avait infligé une souffrance à un innocent. Le colonel Caldwell avait gagné. Il ne l'avait pas seulement brisé physiquement, il venait de détruire ce qui restait de son esprit. Il lui avait montré que dans son monde, même la force intérieure pouvait être transformée en un instrument de malheur. Ce jour-là, Amara comprit qu'il n'y avait aucune échappatoire. Chaque chemin qu'elle pourrait prendre ne mènerait que à plus de douleur. Dans les jours qui suivirent, la dynamique de la plantation changea radicalement. Amara N était plus seulement une victime aux yeux des autres esclaves, elle était devenue un présage de malheur. Les regards de pitié furent remplacés par des regards fuyants et des murmures hostiles. On évitait dans les champs. Personne ne partageait plus son eau avec elle. Certains lui lançaient des regards pleins de ressentiment, comme si son endurance était une forme d'égoïsme. Elle était complètement seule, isolée non seulement par son maître, mais aussi par ceux qui partageaient son sort. Cette solitude était une punition plus cruelle que n'importe quel coup de fouet. Elle était devenue une paria, une source de danger pour la communauté. Le colonel Caldwell avait réussi à la briser de l'intérieur, en la coupant de la seule chose qui lui permettait de survivre. Le sentiment d'appartenir à une communauté, même une communauté de souffrance. Elle était à son point le plus bas, convaincue que tout espoir était mort. De sa véranda, Elias Vance avait assisté à cette nouvelle horreur. Il avait vu le piège se refermer sur Amara, il avait vu la communauté se retourner contre elle, et il avait vu le triomphe sadique dans le regard du colonel. Cette nouvelle méthode N était plus de la simple brutalité. Était une perversion psychologique, une dissection de l'âme humaine menée pour le plaisir d'un seul homme. Ce spectacle avait fait naître en lui une rage froide et déterminée. L'indignation qu'il ressentait était transformée en une certitude absolue. Il ne pouvait plus attendre. Le plan qu'il avait commencé à échafauder dans son esprit, un plan risqué et complexe, devait être mis en œuvre immédiatement. Le temps de l'observation était terminé. Il ne s'agissait plus de sauver une seule femme, mais de défier le monstre qui se croyait Dieu. Elias se leva, son visage dur comme la pierre, et se dirigea vers son bureau. La partie d'échecs allait commencer. La nuit tomba sur la Géorgie, mais pour Elias Vance, la journée ne faisait que commencer. Assis dans son bureau, à la lueur d'une unique lampe à huile, Manny, était plus l'homme reclus et passif que ses voisins croyaient connaître. Le spectacle de la cruauté de Caldwell avait réveillé en lui une vieille fureur, une rage froide et calculatrice qu'il avait cru enterrer avec sa jeunesse. Sur sa table étaient étalés non pas des romans ou des poèmes, mais des cartes de la région, des copies d'actes de propriété et des livres de comptes. Il n'agissait pas sur un coup de tête, poussé par la simple pitié. Son plan était celui d'un stratège,
chaque étape pensée et sous-pesée. Il ne cherchait pas une confrontation directe, car il savait qu'un homme comme Caldwell ne pouvait être vaincu par la force brute, mais par ses propres armes, la loi, l'arrogance et l'argent. Le temps de l'observation était révolu, l'heure de l'action avait sonné, et elle serait menée avec la précision d'un coup de scalpel. Il passa des heures à fouiller dans de vieux registres hérités de son père, des livres reliés en cuir dont les pages sentaient la poussière et le temps. C'est là qu'il la trouva. Une reconnaissance de dette, signée 30 ans plus tôt par le père d'Alistair Caldwell. Était un prêt considérable, contracté pour sauver la plantation Caldwell de la faillite après une mauvaise récolte. La dette n'avait jamais été honorée, simplement oubliée au fil des générations, un détail perdu dans les méandres des affaires familiales. Pour Caldwell, ce papier N était qu'un fantôme du passé, mais pour Elias, C était une arme. Une arme légale, incontestable, qui lui donnait un pouvoir inattendu sur son voisin. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'un levier, d'une clé, qui pourrait ouvrir la porte de la cage d'Amara. Il étudia le document, son écriture et les termes du contrat, jusqu'à les connaître par cœur. Il avait enfin trouvé la faille dans l'armure du colonel. Pendant ce temps, sur la plantation Caldwell, Amara sombrait dans un abîme de désespoir. L'isolement était devenu une torture plus insidieuse que le fouet. Ses compagnons d'infortune évitaient, leurs regards chargés de peur et de ressentiment. Elle était devenue le symbole vivant du danger, un paria dont la simple présence rappelait à tous leur impuissance. Pourtant, au plus profond de cette solitude, quelque chose commençait à changer. Brisée, Elvin n'était pas anéantie. Une petite flamme de survie, têtue et farouche, refusait de s'éteindre. Elle se mit à observer, non plus avec la résignation d'une victime, mais avec l'attention d'une prisonnière qui étudie les murs de sa cellule. Elle notait les habitudes du contremaître, les moments de distraction des gardes, les conversations à voix basse entre les esclaves de la maison. Elle n'avait pas de plan, pas d'espoir d'évasion, mais elle accumulait des connaissances, transformant sa souffrance en une vigilance silencieuse. Était sa nouvelle forme de résistance. Le matin de la rencontre, Elias se prépara avec un soin méticuleux. Il choisit ses vêtements les plus simples, mais les mieux coupés, ceux d'un propriétaire terrien respectable, ni trop riche pour paraître arrogant, ni trop pauvre pour être méprisé. Il se rasa de près, s'assurant que son apparence ne trahissait rien de la tempête qui faisait rage en lui. Il ne voulait pas apparaître comme un sauveur ou un justicier, mais comme un homme d'affaires pragmatique. Il répéta mentalement les phrases qu'il allait prononcer, leur donnant un ton neutre, presque détaché. Il savait que la moindre trace d'émotion, de pitié ou de colère serait perçue par Caldwell comme une faiblesse à exploiter. Il se rendait sur le territoire de l'ennemi non pas pour une bataille de cœur, mais pour une transaction commerciale. Chaque détail était une arme, et il comptait bien utiliser tout son arsenal pour atteindre son objectif sans éveiller les soupçons du colonel. Il se présenta à la grande maison de Caldwell sans être annoncé. Le colonel, surpris par cette visite impromptue de son voisin reclus, le reçut dans son bureau avec une curiosité teintée de mépris. L'air était lourd du parfum du tabac et du cuir. Sans préambule, Elias posa la vieille reconnaissance de dette sur le bureau en acajou. Caldwell la regarda, son expression passant de l'étonnement à l'irritation. Il reconnut la signature de son père et comprit immédiatement la situation. Elias laissa le silence s'installer avant de parler, sa voix calme et posée. Il n'exigea pas le remboursement. À la place, il fit une proposition d'affaires. Il était prêt à annuler la totalité de la dette, une somme qui représentait une petite fortune, en échange d'une seule chose. La propriété de l'esclave nommé Amara, qu'il décrivit comme un bien endommagé dont Caldwell voudrait sûrement se débarrasser. L'arrogance de Caldwell fut son propre piège. Il regarda Elias, cet homme étrange et solitaire, et ne vit qu'un excentrique faisant un mauvais calcul. L'idée qu'un homme puisse vouloir effacer une dette aussi importante pour acquérir une esclave qu'il considérait lui-même comme défectueuse et source de problèmes, lui parut absurde, presque comique. Il y vit une occasion en or de se débarrasser à la fois d'une dette gênante et d'une esclave qui, par son silence obstiné, défiait son autorité. Il se sentit supérieur, plus malin. Il se dit qu'Elias était un piètre homme d'affaires, probablement ramolli par le veuvage et la solitude. Avec un sourire suffisant, il accepta l'offre, scellant l'accord d'une poignée de main. Pour lui, il venait de conclure une excellente affaire. Il n'avait pas la moindre idée qu'il venait de signer le début de sa propre chute. La nouvelle tomba sur Amara comme un coup de tonnerre. Le contremaître vint la chercher dans les champs.
et lui annonça brutalement qu'elle avait été vendue à Monsieur Vance. La peur la saisit. Une peur glaciale et viscérale. Changer de maître signifiait l'inconnu. Et dans son monde, l'inconnu était rarement synonyme d'amélioration. Elle ne connaissait Elias Vance que de réputation. Un homme silencieux, un veuf qui ne se mêlait pas aux autres. Était-il aussi cruel que Caldwell? Pire encore, alors qu'on la conduisait hors de la plantation, elle jeta un dernier regard en arrière, sur les champs de coton, les cabanes misérables, et le poteau de punition qui avait été le centre de sa vie. Elle ne ressentait ni tristesse ni soulagement, seulement une angoisse sourde. Elle marchait vers une nouvelle vie, mais elle ignorait si cette était une nouvelle prison ou une tombe. Lorsqu'elle arriva à la plantation d'Elias, rien ne se passa comme elle l'avait redouté. Il n'y eut ni cris, ni menaces, ni chaînes. La maison était plus modeste que celle de Caldwell, mais propre et calme. Elias l'accueillit sur le perron, non pas avec le regard d'un propriétaire examinant son acquisition, mais avec une gravité presque respectueuse. Il ne lui adressa que quelques mots, lui indiquant qu'une chambre lui avait été préparée, et qu'une vieille femme, sa gouvernante, prendrait soin d'elle. Amara fut conduite à une petite pièce simple mais propre, avec un vrai lit, une chose qu'elle n'avait jamais eue. La gouvernante, une femme nommée Martha, lui apporta de l'eau chaude, des onguents pour ses cicatrices et de la nourriture. Pour la première fois depuis des années, on la touchait avec douceur, on lui parlait avec bienveillance. Amara ne comprenait pas, mais une lueur d'espoir, fragile et incertaine, commençait à naître en elle. Ce retournement de situation est incroyable, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir comment cette alliance improbable va se développer, montrez-nous votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Les jours suivants confirmèrent cette étrange réalité. Elias ne la traitait pas comme une esclave, il ne lui donna aucun ordre de travail dans les champs. Au lieu de cela, il passait du temps avec elle, dans son bureau, lui posant des questions. Au début, elle était méfiante, répondant par des phrases courtes, craignant un piège. Mais Elias n'était pas intéressé par sa soumission. Il était intéressé par la vérité. Avec une patience infinie, il lui demanda de décrire chaque punition, chaque blessure, chaque détail de la cruauté de Caldwell. Il prenait des notes dans un carnet, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une intensité qu'Amara n'avait jamais vue. Lentement, elle commença à comprendre. Cet homme ne l'avait pas achetée pour la posséder. Il l'avait acquise pour en faire un témoin. Pour la première fois, ses cicatrices étaient plus seulement des marques de honte et de douleur. Elles devenaient des preuves, des pièces à conviction dans un procès qui n'avait pas encore commencé. Une alliance secrète se nouait entre eux, fondée non pas sur la pitié, mais sur une quête commune de justice. Une fois Amara en sécurité, le véritable travail d'Elias commença. Son plan ne consistait pas simplement à la sauver, mais à détruire le système de pouvoir que Caldwell avait bâti sur la peur. Il savait que la loi protégeait les propriétaires, mais il savait aussi que la réputation dans le Sud était une monnaie tout aussi précieuse. Elias se mit à voyager discrètement dans les comtés voisins, rendant visite à des marchés et à des tavernes où les hommes d'affaires se réunissaient. Il ne parlait jamais directement de Caldwell, mais il engageait des conversations sur la gestion des plantations, sur la différence entre la discipline et la cruauté. Il laissait entendre qu'un homme qui devait briser ses biens pour les contrôler, était un mauvais gestionnaire, un homme faible qui ne comprenait pas la véritable nature du pouvoir. Il plantait des graines de doute, de petits murmures qui, il l'espérait, finiraient par atteindre les oreilles de son ennemi, et le pousseraient à commettre une erreur. Pendant ce temps, Amara était plus une victime passive. Chaque soir, à la lueur d'une bougie, Elias lui apprenait à lire et à écrire. Au début, ses doigts tremblaient en tenant la plume, l'encre tachant le papier. Mais la détermination dans ses yeux était plus forte que des décennies de soumission. Apprendre à former des lettres, puis des mots, était pour elle un acte de reconquête de soi. Elias lui demanda alors de faire quelque chose de plus difficile encore. Écrire son histoire. Chaque cicatrice sur son dos correspondait à un souvenir, à une date, à un mot cruel. Elle se mit à documenter la routine barbare de midi, décrivant la douleur, mais aussi le regard du colonel, le silence des autres esclaves, le bruit du fouet fendant l'air. Son témoignage était plus seulement une collection de blessures. Il devenait un document, une preuve méticuleuse et accablante de la tyrannie qu'elle avait subie. Les rumeurs, comme des vrilles de fumée, finirent par atteindre la plantation Caldwell. Au début, le colonel les balaya d'un revers de main, amusé par l'idée que son voisin reclus se prenne pour un philosophe. Il imaginait Elias essayant de rééduquer cet esclave têtu, et se moquait de sa naïveté. Pour lui, la force était le seul langage que ces gens comprenaient, et il était convaincu qu'Elias échouerait lamentablement.
Mais lorsque les murmures devinrent plus précis, mentionnant une mauvaise gestion et une brutalité contre-productive, son amusement se transforma en irritation. Était une attaque contre son honneur, une remise en question de son autorité. Il voyait toujours Elias comme un homme faible et excentrique, mais un homme faible qui commençait à devenir une nuisance agaçante. Il était persuadé de contrôler la situation, ne voyant pas que sa propre arrogance était le véritable adversaire. Elias savait que les rumeurs ne suffiraient pas. Il lui fallait des preuves plus solides, des voix qui pourraient corroborer le témoignage d'Amara. Il utilisa ses contacts pour retrouver d'anciens esclaves de la plantation Caldwell, des hommes et des femmes qui avaient été vendus des années auparavant ou qui avaient réussi à échapper. Il les retrouva dans des communautés libres précaires ou travaillant pour d'autres propriétaires moins cruels. La plupart avaient peur de parler, craignant des représailles. Mais Elias ne leur demandait pas de témoigner publiquement, pas encore. Il leur demandait simplement de raconter leur histoire, leur offrait une petite somme d'argent pour le temps perdu, et, plus important encore, la promesse que leur nom resterait secret. Lentement, il rassembla des récits de punitions injustes, de familles séparées, et de la cruauté systématique du colonel. Chaque histoire était une nouvelle pierre ajoutée au mur qui allait bientôt s'effondrer sur Caldwell. Le plan prend forme, n'est-ce pas? Si vous êtes impatient de voir la suite, n'oubliez pas de laisser un like pour nous encourager. La transformation d'Amara était stupéfiante. La jeune femme craintive et silencieuse laissait place à une personne dont l'esprit était aussi vif que sa mémoire était précise. Elle devint une partenaire essentielle dans le plan d'Elias. En écoutant les témoignages qu'il rapportait, elle se souvenait de détails que les autres avaient oubliés. Le nom d'un contremaître, la saison d'une punition particulière, le prétexte utilisé par Caldwell pour justifier sa brutalité. Elle aidait Elias à organiser les notes, à recouper les informations, à dessiner une image complète et irréfutable de l'enfer, car était la plantation Caldwell. Elle était plus simplement l'objet d'une injustice. Elle était devenue l'architecte de la justice qui se préparait. Pour la première fois de sa vie, elle ne se contentait pas de survivre. Elle se battait, non pas avec ses poings, mais avec son intelligence et sa mémoire, des armes que Caldwell n'avait jamais réussi à lui enlever. L'irritation du colonel Caldwell se mua en une fureur froide. Les rumeurs ne cessaient d'enfler, et il sentait son autorité s'effriter. D'autres propriétaires terriens le regardaient différemment lors des réunions, avec une curiosité mêlée de jugement. Pour un homme dont l'identité reposait sur la peur et le respect qu'il inspirait, cette situation était intolérable. Il ne comprenait pas la stratégie d'Elias, il ne voyait que l'insulte. Dans son esprit, Elias Vance, ce veuf pathétique, avait osé le défier. Aveuglé par sa rage, il décida qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade et de rappeler à tous qui était le maître. Il consulta son avocat et prit la décision qui, pensait-il, allait anéantir son voisin. Il allait l'attaquer en justice pour fraude, l'accusant d'avoir manipulé la vente d'Amara, un bien défectueux, pour nuire à sa réputation. Il était convaincu que le tribunal, composé de ses pairs, lui donnerait raison, et humilierait publiquement son adversaire. Un soir, un huissier de justice se présenta à la porte d'Elias Vance, lui remettant une assignation à comparaître. Simon même, était l'attaque officielle de Caldwell. Elias prit le document, le lut calmement, puis se tourna vers Amara qui observait la scène depuis le couloir. Il ne montra aucun signe d'inquiétude. Au contraire, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il lui montra le papier. « Il a mordu à l'hameçon, dit-il simplement. La confrontation qu'il avait si méticuleusement préparée n'allait pas se dérouler dans l'ombre, par des murmures et des rumeurs, mais en plein jour, dans la salle d'un tribunal. Caldwell, en pensant lancer l'offensive, venait en réalité de tomber dans le piège le plus parfait. Il avait lui-même dressé la scène sur laquelle sa propre tyrannie allait être exposée aux yeux de tous. Le contre-laquage stratégique était terminé. Le temps de la confrontation publique était enfin arrivé. Le jour du procès, la salle d'audience du comté était pleine à craquer. L'air y était aussi lourd et suffocant que dans les champs de coton en plein été. Mais cette fois, il était chargé d'une curiosité malsaine et d'une tension palpable. Le colonel Alistair Caldwell était assis au premier rang, droit comme un piquet, le visage empreint d'une confiance arrogante. Il était dans son royaume, entouré de ses pairs. Le juge était un vieil ami de famille, et les jurés, tous des propriétaires terriens blancs, le considéraient comme un pilier de leur communauté. Pour eux, cette affaire était une simple formalité, une occasion de remettre à sa place ce voisin étrange, et de réaffirmer la solidité de leur ordre social. Amara, assise au fond de la salle aux côtés de Martha, était presque invisible,
une ombre silencieuse au cœur d'une tempête qui la dépassait. Elle regardait ces hommes qui allaient décider de son sort, sachant que la vérité n'avait que peu de poids face au pouvoir. L'avocat de Caldwell, un homme corpulent à la voix de stentor, se lança dans une plaidoirie enflammée. Il ne chercha même pas à nier la violence. Au contraire, il la présenta comme une nécessité, une marque de bonne gestion. Il dépeignit Amara non pas comme une femme, mais comme un bien défectueux, une marchandise indisciplinée, dont la valeur avait été compromise par son propre entêtement. Chaque coup de fouet, selon lui, n'était pas un acte de cruauté, mais une tentative légitime de la part d'un propriétaire de protéger son investissement, et de maintenir la discipline essentielle au bon fonctionnement d'une plantation. Il se tourna vers le jury avec un air de complicité, comme pour leur dire « Nous savons tous comment ces choses fonctionnent, n'est-ce pas ?» Il ridiculisa Elias, le présentant comme un homme naïf et sentimental, incapable de comprendre les dures réalités de leur monde, et qui, par sa folie, avait tenté de frauder un honnête homme. Lorsque Elias Vance fut appelé à la barre des témoins, un murmure parcourut l'assemblée. Il s'avança d'un pas calme et mesuré, son visage impassible contrastant avec l'agitation théâtrale de l'avocat de Caldwell. Il prêta serment d'une voix claire et posée, sans la moindre trace de nervosité. Assis sur la chaise des témoins, il ne regarda ni le juge, ni Caldwell, mais fixa son regard sur les 12 hommes du jury. Il n'avait pas l'air d'un accusé se préparant à se défendre, mais d'un homme venu livrer une vérité qu'il avait gardée pour lui pendant trop longtemps. Le silence se fit dans la salle, un silence lourd d'attente. Caldwell le regardait avec un sourire méprisant, convaincu que ce reclus solitaire allait s'effondrer sous la pression, incapable de formuler une défense cohérente, face à la machine judiciaire qui lui était entièrement favorable. Il ne pouvait pas imaginer que la véritable confrontation n'avait pas encore commencé. Interrogé par son propre avocat, Elias ne chercha pas à se justifier sur les détails de la transaction. Au lieu de cela, il commença à parler d'une voix calme, presque philosophique, de la nature du pouvoir et de la discipline. Il ne mentionna pas le nom d'Amara, il parla de manière générale, posant des questions qui semblaient s'adresser à la conscience de chaque homme présent dans la salle. Où se situe la frontière entre la correction d'un bien et la satisfaction d'une cruauté personnelle, demanda-t-il. Un homme qui doit briser un outil chaque jour pour le faire fonctionner est-il un bon artisan, ou simplement un homme maladroit et colérique? Ces mots, simples et directs, commencèrent à semer le doute dans l'esprit des jurés. Il ne parlait plus de loi, mais de logique et de caractère. Il transformait subtilement le procès de la fraude en un procès de la moralité de Caldwell, le forçant à être jugé non pas sur ses droits, mais sur son âme. Puis, au milieu d'une phrase, Elias s'arrêta. Un silence de mort s'installa dans la salle d'audience. Il se leva lentement, sans que personne n'ose l'interrompre. Il se tourna, non pas vers le juge, mais directement vers le banc du jury, s'approchant jusqu'à ce que seule la balustrade en bois les sépare. Ses yeux les fixaient un par un, comme pour s'assurer de leur attention la plus totale. Puis, dans un geste lent et délibéré, qui glaça le sang de toute l'assistance, il porta ses mains à son col. Bouton après bouton, il commença à défaire sa chemise de lin blanc. Un murmure d'incompréhension et de choc parcourut la salle. Le juge se pencha en avant, prêt à le rappeler à l'ordre. Caldwell laissa échapper un petit rire méprisant, persuadé d'assister à l'effondrement mental de son adversaire. Il pensait que était l'acte final d'un homme désespéré, un aveu de défaite. Il avait tort. D'un mouvement ample, Elias écarta les pans de sa chemise et tourna le dos au jury, exposant sa peau à la lumière crue de la salle d'audience. Un hoquet de stupeur collectif retentit. Son dos était un parchemin de souffrance, zébré de cicatrices anciennes et blanchies, des marques indélébiles, qui racontaient une histoire de douleur que tous pensaient réservée aux esclaves. Elles étaient identiques à celles qui marquaient le corps d'Amara. Laissant le temps à la vision de s'imprimer dans l'esprit de tous, il se retourna et sa voix ferme, et sans la moindre trace de tremblement, résonna dans le silence. Un homme qui inflige de telles marques ne discipline pas un bien, déclara-t-il. Il expose la gangrène de sa propre âme. Je connais ces marques. Elles ne sont pas le sceau de la désobéissance, mais le témoignage de la tyrannie. Cette révélation fracassante, venant d'un homme blanc, d'un propriétaire terrien, fit voler en éclats tout le discours de l'avocat de Caldwell. Si cette histoire vous a profondément touché, et que vous voulez voir comment la justice finira par triompher, c'est le moment de nous le montrer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de commenter ci-dessous ce que vous avez pensé de cette révélation choquante. L'impact de ces paroles fut immédiat et dévastateur. Le masque de supériorité du colonel Caldwell se fissura, laissant place à une expression de pure incrédulité, rapidement suivie par la panique. Les jurés ne le regardaient plus comme l'un des leurs, mais comme un monstre démasqué.
L'argument juridique de la marchandise défectueuse était évaporé, remplacé par une vérité humaine et brutale que personne ne pouvait ignorer. Élias avait réussi à briser le mur qui séparait les maîtres des esclaves, en montrant que la souffrance avait le même visage, quelle que soit la couleur de la peau. Dans le silence de la salle, le pouvoir venait de changer de camp. La réputation d'Alistair Caldwell, son bien le plus précieux, venait d'être détruite en public, non pas par la loi, mais par la simple vue de cicatrices partagées. Le verdict du tribunal fut une formalité juridique qui masquait un tremblement de terre sociale. Le juge, un homme pétri des certitudes de son époque et ami de longue date de Caldwell, ne pouvait légalement condamner un propriétaire pour la discipline infligée à sa propriété. Cependant, la révélation d'Élias avait brisé un tabou, exposant une vérité que tous préféraient ignorer. Face à l'opprobre silencieux du jury et de l'audience, il ne put faire autrement que de rejeter la plainte de Caldwell pour fraude, qualifiant l'affaire de futile et malvenue. Pour Alistair Caldwell, ce ne fut pas une simple défaite juridique, mais un anéantissement public. En quittant le tribunal, il ne croisa que des regards froids et détournés. Son pouvoir, bâti sur une façade de supériorité et de contrôle, était effondré en un instant, révélant un homme dont la cruauté haine était que le reflet de sa propre faiblesse. Sa réputation était en ruine, et dans le sud du XIXe siècle, une réputation détruite était une sentence pire que la mort. Élias Vance n'avait jamais eu l'intention de devenir le nouveau maître d'Amara, il avait cherché à être son libérateur. Tenant la promesse qu'il était faite en silence, il utilisa ses ressources et ses contacts discrets pour organiser son départ vers le nord. Ce ne fut pas un acte simple. Il fallait de l'argent, de la discrétion, et un courage sans faille pour la guider, à travers le réseau clandestin connu sous le nom de chemin de fer souterrain. Pendant des semaines, ils préparèrent son voyage, chaque étape étant planifiée avec une précision militaire. Le jour de son départ, il lui remit non seulement de l'argent, mais aussi un livre et un stylo, symbole de la nouvelle vie qui l'attendait. Lorsqu'elle posa enfin le pied sur la terre libre de l'Ohio, Amara Tehene était plus une victime. Elle était une survivante qui portait en elle non seulement les cicatrices de son passé, mais aussi la force de se construire un avenir. Elle devint une voix puissante au sein du mouvement abolitionniste, son témoignage écrit devenant une arme contre le système qui avait tenté de la briser. L'histoire de ce procès hors du commun ne tarda pas à se transformer en légende. Dans les cabanes d'esclaves de toute la Géorgie, on se la racontait à voix basse, comme une prière d'espoir. L'histoire du gentilhomme aux cicatrices qui avait défié un tyran devint un mythe, un rare exemple, où la justice des hommes avait semblé, un court instant, s'aligner sur une justice plus haute. La plantation de Caldwell, privée de son aura de terreur et gérée par un homme brisé, périclita jusqu'à la faillite. Quant à Élias Vance, il retourna à sa vie solitaire, mais il était plus perçu comme un reclus étrange. Il devint une figure respectée et énigmatique, un homme qui avait prouvé que la dignité ne connaissait pas de couleur de peau. Son acte de courage ne changea pas le monde, mais il planta une graine de doute dans l'esprit de certains, et une flamme d'espoir dans le cœur de beaucoup, prouvant qu'un seul homme, mu par sa conscience, pouvait ébranler les fondations d'un empire de cruauté. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde et intemporelle sur la nature de la justice. Les cicatrices d'Élias et d'Amara, bien que nées de circonstances différentes, parlaient le même langage, celui de la souffrance et de l'injustice. En exposant sa propre douleur, Élias n'a pas seulement accusé Caldwell. Il a forcé chaque personne présente à reconnaître l'humanité partagée qui se cachait sous la surface des conventions sociales et des lois cruelles. Il a prouvé que l'empathie, la capacité de voir sa propre souffrance dans celle d'un autre, est une force plus puissante que n'importe quel code juridique ou préjugé. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre pouce bleu, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. La véritable justice ne naît pas toujours des tribunaux, mais du courage d'un individu de dire « Ta douleur est aussi la mienne ».